Contre-plongée, un podcast de laïcité Brabant Wallon. Annabelle et Mehdi vous emmènent à la rencontre de celles et de ceux qui ont des choses à dire en Brabant Wallon et au-delà. Entre témoignages, opinions et analyses, vous ne ressortirez pas indemne de cette écoute. Contre-plongée, épisode 1. Le deuil. Jean-Michel Longnaud, bonjour. Vous nous faites l'honneur aujourd'hui de nous accorder un entretien pour le lancement de Contre-plongée, le tout nouveau podcast de laïcité Brabant Wallon. Alors on va commencer par énumérer quelques-unes de vos nombreuses casquettes. Vous êtes docteur en philosophie, chargé de cours à l'UNAMUR, conseiller en éthique dans le monde de la santé et de l'éducation, ainsi que rédacteur en chef de la revue Ethica Clinica. En 2020, vous avez publié un ouvrage intitulé Finitude, solitude, incertitude, philosophie du deuil. Est-ce que, tout d'abord, Jean-Michel Longnaud, vous pouvez nous expliquer le concept du deuil pour qu'on comprenne bien ce qui est en jeu à travers ce terme ? Le deuil, c'est un processus, en fait, auquel on est tous confrontés dans une vie, donc c'est propre à un être humain. C'est pour ça que les philosophes s'y intéressent, parce que c'est pas purement accidentel. Il y en a qui seraient confrontés et puis pas les autres. En fait, on est tous dans une vie confrontés au deuil. Alors non seulement parce que on perd des gens dans notre entourage immédiat, donc c'est le décès des proches, des gens qu'on aime, que ce soit nos parents, grands-parents, ou parfois nos enfants, ou des voisins, ou que sais-je. Mais aussi parce qu'on vit des deuils, dans le fond, au-delà de la mort des proches qui nous entourent. On vit des deuils aussi dans d'autres circonstances, comme pour certains, par exemple, le fait de perdre un emploi, la fin d'une relation amoureuse sans qu'il y ait nécessairement le décès d'un des deux, donc simplement une relation qui s'arrête. Ça peut être aussi le fait de tomber malade sans mourir soi-même, mais de se retrouver avec un corps amoindri, avec des capacités amoindries. Il faut faire le deuil de la santé qu'on n'a plus. Donc toute une série de circonstances. C'est un processus qui permet on dit de mourir à ce qu'on n'est plus, de par les circonstances qu'on traverse, pour renaître à ce qu'on est devenu. Donc mourir à ce qu'on n'est plus, si je perds par exemple mon conjoint, je ne suis plus le mari ou l'épouse de mon conjoint, parce que pour être le mari ou l'épouse, il faut que le conjoint soit là. Donc ça c'est curieux dans les deuils, mais c'est pas tellement, contrairement à ce qu'on dit, le deuil de mon conjoint, par exemple, parce que de ce côté-là, on pourrait dire, l'affaire est réglée, qu'est-ce que vous voulez perdre de plus ? Il n'y a plus rien à perdre en réalité. Mais ce qu'il faut faire comme travail, c'est maintenant de se libérer de tout ce qu'on a été pendant toutes les années de vie commune, pour renaître à ce que je suis devenu, pour accepter, si on veut, pour le dire autrement, accepter d'être quelqu'un maintenant qui doit vivre sans l'autre. Les deuils compliqués, ce sont les gens qui n'arrivent pas à se libérer de ce qu'ils ont été, qui continuent à vivre une vie qui n'a plus lieu d'être. Donc ce sont des gens qui ne vivent plus que dans leur passé. Et là, c'est là que vous avez donc le thème de tous les deuils pathologiques, les deuils compliqués. Donc si je comprends bien, faire son deuil, ce serait la capacité à se définir autrement qu'on ne l'a été par le passé. L'expression faire son deuil, elle est assez employée de nos jours. Est-ce que dans ce processus de deuil, il y a une part de volonté qui entre en ligne de compte ? Est-ce qu'il existe par ailleurs des critères qui vont déterminer si la personne sera apte ou pas à faire son deuil ? C'est pas qu'une question de volonté, parce que les circonstances, on ne les a pas décidées d'abord, et parce que, par ailleurs, c'est vrai, comme vous le suggérez, ça dépend notamment des ressources qu'on a ou qu'on n'a pas au moment où on est embarqué dans ce processus-là. Ce qu'on constate dans les faits, c'est qu'il n'y a pas tellement de trucs qui s'imposent pour tout le monde, que ça peut prendre parfois des années. Alors dans les théories, on nous dit souvent, un deuil, c'est maximum 2 ans, au-delà, il faut aller consulter, etc. On connaît plein de cas individuels où ça a pris parfois 5 ans, parfois 10 ans, parfois une vie entière pour pouvoir sortir d'une histoire. Souvent, on se rend compte que les deuils, nous les vivons en ramant à contre-courant, c'est-à-dire souvent on avance en s'obstinant dans un premier temps à refuser la réalité. Et c'est quand on use toutes les résistances qu'on y met pour non, je ne peux pas accepter, je ne veux pas, c'est dégueulasse, c'est injuste, tout ce qui fait que je ne peux pas accepter ce qui m'arrive, c'est quand on s'épuise là-dedans, et donc vous voyez bien la volonté n'y est pas, parce que la volonté est même dans l'autre sens, en fait on veut pas ce qui est en train de se produire, qu'on se rend disponible pour pouvoir alors commencer à envisager d'accepter, de jouer avec ce qu'il faut, avec ce qui est, avec la réalité à laquelle on est
on est contraint évidemment. Et c'est là qu'on voit alors le processus s'inverser. On n'est plus dans cette première période qui est tout à fait normale, donc qu'il faut encourager, ou en tout cas qu'il faut respecter au minimum. On est dans la deuxième phase du deuil qui est, quand on a épuisé toutes les résistances possibles et imaginables, c'est une ouverture alors à la réalité. Et pour reprendre la définition du deuil, c'est là qu'on se rend disponible, on se surprend parfois soi-même d'ailleurs, hein. On est devenu disponible pour accepter voilà, ce que ma vie est devenue, et c'est à partir de là que je dois recommencer. De l'acceptation de la réalité surgit alors une forme de résilience, de capacité à rebondir parce qu'on a accepté les choses comme elles sont. C'est ça l'idée ? Alors on peut parler en termes de résilience si vous voulez, mais alors si on a, c'est pas faux de parler ainsi. Enfin en tout cas c'est une manière qui est devenue habituelle de traiter de ce sujet-là. Mais dans la notion de résilience, il y a une notion supplémentaire qui intervient, qui n'est pas simplement les capacités que j'ai, les ressources que j'ai qui me permettent de dépasser mes résistances et de pouvoir accepter plus facilement éventuellement la réalité. Dans la notion de résilience, vous avez aussi, on oublie souvent d'en parler, le fait que, et c'est dans le deuil, c'est ce qu'on vérifie, c'est le fait qu'on ne fait jamais un deuil tout seul. Donc c'est pas simplement mes capacités à moi de pouvoir faire face à un problème, à une difficulté, c'est que pour pouvoir faire face à une difficulté, ce qui doit intervenir d'une façon ou d'une autre, là il y a 1000 manières de faire évidemment, ce sont les tiers. Donc un deuil, si vous voulez, pour le dire autrement, ça ne se vit jamais tout seul. C'est vrai que chacun d'entre nous, nous avons des ressources différentes, mais qui sont stimulées ou pas, ou contrariées par l'entourage, qui lui aussi va être d'une manière ou d'une autre concerné par ce deuil. Et c'est tout ça ensemble qui fait que le deuil peut aboutir ou pas, peut en tout cas avancer ou pas, parce qu'aboutir, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, mais enfin en tout cas qu'on peut avancer dans cette acceptation de ce qu'on est devenu. Quand on a dans son entourage quelqu'un qui perd un proche, donc c'est de prendre au minimum conscience de l'impact que notre attitude peut avoir sur les personnes directement concernées par un deuil. On peut les soutenir et les encourager, mais comme on peut être par notre attitude, en fait, un facteur qui bloque le processus de deuil et qui ne fait que rajouter du malheur au malheur, bien évidemment. On vit dans une société dite individualiste. Est-ce que la dimension collective du deuil, elle est encore forte de nos jours ? Ou du moins, est-ce que cette dimension collective, elle existe encore ? Alors, il y a une lecture immédiate, convenue, classique, et qui a ses arguments d'ailleurs, hein, qui donne à penser que, donc depuis les années 70, hein, on développe ça, avec des gens comme Louis-Vincent Thomas, Philippe Ariès et d'autres. Donc ce sont des gens qui ont montré qu'il y avait une perte de la ritualisation des deuils ou de la vie sociale et collective des deuils, à cause de l'individualisme que vous évoquez. Et donc chacun se retrouve un peu seul dans son coin à devoir faire ce qu'il peut, comme il peut, et puis quand ça ne va pas, on va voir le psy, quoi. Mais donc il n'y a plus de socialisation. L'exemple classique que l'on donne pour s'en convaincre, hein, s'il fallait donner un exemple, c'est par exemple la disparition dans le social, la disparition de tous les rites, et par exemple des rites vestimentaires. Donc porter le noir aujourd'hui, c'est devenu un phénomène de mode. C'est une couleur parmi les autres, enfin voilà. Mais ça n'évoque plus comme autrefois, hein, donc j'imagine que tout le monde se souvient ou a déjà entendu parler de ça. Autrefois, on portait le noir quand on enterrait un proche. On a médicalisé la mort, et en attendant, puisqu'elle a été reléguée dans les morgues ou dans les hôpitaux, ou dans les morgues des hôpitaux éventuellement, c'est vrai qu'elle a désinvesti la société et qu'il y a beaucoup moins de socialisation quand on compare avec en tout cas ce qui se vivait autrefois. Et puis, vous avez une autre lecture, alors qui serait critique par rapport à la première, ce serait de dire, quand vous regardez, c'est vrai qu'il y a des signes visibles d'autrefois qui n'existent plus aujourd'hui, comme le fait de porter le noir, etc., hein, ce qu'on a dit, mais n'empêche qu'on se rend compte qu'il y a toujours une socialisation de la mort, mais qui se joue tout à fait autrement. Eh bien, rien que l'histoire d'un médecin qui doit venir attester du décès, de façon à ce qu'on ait une déclaration de décès, de façon à ce que ça puisse être reconnu à la commune, et que donc on puisse éventuellement faire un faire-part, etc. Eh bien, rien que cela, c'est en fait une socialisation de la mort. C'est vrai qu'il y a des choses qui ont disparu, mais qu'est-ce qui a pris la place ou qu'est-ce qui reste encore et qui nous permet de socialiser effectivement la mort, donc de la vivre ensemble, d'en faire une réalité commune? Eh bien, aujourd'hui, vous avez par exemple donc, le discours médical, le discours administratif, qui sont des lieux, qui sont des discours qui permettent du coup de faire de la mort privée d'un individu
une réalité collective dont tout le monde doit bien tenir compte, puisque cette fois-ci, c'est officiel, c'est réel, c'est déclaré par le médecin. Donc, en fait, les rites qui subsistent chez nous pour socialiser la mort, c'est vrai, parfois sont violents. Par exemple, la froideur administrative peut donner l'impression qu'on n'est pas entendu, qu'on n'est pas respecté, enfin ce genre de truc. Et là, derrière ce problème-là, en fait, ce qu'il y a, c'est tout simplement que, et c'est ce qui justifie parfois le propos de ceux qui disent qu'il n'y a plus de socialisation, c'est que tout ce qui socialise les deuils ont pour vocation de faire quoi ? Non pas d'aider les endeuillés directement, mais de faire en sorte que la mort existe socialement. C'est-à-dire que le temps du rite, le temps de la socialisation, n'a rien à voir avec le temps du deuil dont ont besoin les gens pour pouvoir finalement sortir d'une histoire qui s'est terminée. Et souvent on amalgame tout. On voudrait bien que les rites nous permettent de faire notre deuil, alors que les rites et la socialisation du deuil n'a pour vocation que de reconnaître officiellement ce qui s'est passé, et puis après alors, à partir de là, le deuil peut commencer. Je reviens sur l'ouvrage que vous avez publié en 2020. Ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous envisagez le concept du deuil autrement qu'en des termes négatifs, comme la tristesse, la souffrance, etc. Est-ce que pour clôturer l'interview, vous voulez bien nous dire un petit mot là-dessus ? L'idée, c'est le deuil, donc c'est ce processus par lequel, malgré les épreuves traversées, je peux essayer, donc non pas d'oublier ce que j'ai vécu. Un deuil, c'est pas on tourne la page et puis on fait autre chose. C'est ce que j'ai vécu, je l'ai vécu et ça restera avec moi jusqu'à la fin de mes jours. Mais ce n'est pourtant pas un obstacle pour pouvoir essayer d'être encore heureux. Autrement, évidemment. Une belle leçon de philosophie, en somme. C'est vrai que, en tout cas, donc, les expériences de deuil que nous traversons dans la vie sont un point de départ intéressant, en tout cas, pour faire de la philosophie, c'est-à-dire pour faire de la philosophie, enfin ça peut paraître pompeux, mais pour essayer de réfléchir à c'est quoi vivre, qu'est-ce qu'on est venu faire dans cette galère, pourquoi est-ce qu'on doit vivre les épreuves que le destin nous impose, enfin ça n'a aucun sens. Voilà, ça c'est faire de la philosophie pratique, et qui me semble en tout cas personnellement plus concrète et plus profonde que simplement de la méditation sur des textes désincarnés. Voilà. Très bien. Merci beaucoup à vous, Jean-Michel Longnaud. Avec plaisir.